nous allons véritablement changer de pôle, si je puis dire, et on va changer notre fusil d'épaule aussi peut-être, avec Carolina Martinez qui clôturera cet après-midi extrêmement riche sur les voyages et la production du savoir. Alors, Carolina Martinez, nous la remercions particulièrement d'être avec nous aujourd'hui. Elle arrive de Buenos Aires. C'est une grande amie de Paris, hein, puisque Carolina, tu as fait ta thèse entre la UBA et l'Université de Paris 7, sous la direction d'une éminente collègue présente dans la salle, mais que je ne nommerai pas pour garder l'anonymat. Voilà. Carolina, tu es chercheuse au CONICET, tu enseignes à l'université et tu travailles sur la cartographie, en particulier longtemps sur la cartographie du XVIe siècle, sur la cartographie aussi dans la plus longue durée aujourd'hui. Hein. Tes projets plus récents te mènent jusqu'au XVIIIe siècle. Et ton travail va aller dans le sens va nourrir la réflexion sur la cartographie, plus particulièrement encore que l'a fait Pierre, autour d'une réflexion aussi sur ce qu'est le récit cartographique ou la carte comme récit. Et c'est dans ce sens que, dans le cadre de notre colloque, tu es évidemment la bienvenue. Donc, la production d'un savoir ethnogéographique sur la Patagonie. Donc, vous voyez comment on passe d'un pôle à l'autre, sans perdre le nord, enfin, ou peut-être en le perdant un peu. Carte, images et récits dans la relation d'un voyage de François Froger. Merci beaucoup, Carolina. Merci à toi. 20 minutes, toi aussi. Oui, je sais. Et merci à toi, Antonella. Et avant de commencer, moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs de ces colloques pour cette invitation et aussi pour tout le travail que vous avez fait dans l'organisation dans le cadre de ces colloques. Et je sais que nous avons une longue journée, alors je vais faire... Bon, j'ai déjà calculé 20 minutes, mais j'espère ne pas dépasser les 20 minutes. Et alors... Les descriptions de la Patagonie et de la région du détroit de Magellan, rédigées par le jeune ingénieur François Froger dans sa relation d'un voyage fait en 1995, 96 et 97 aux côtes de l'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et îles Antilles, constituent un précieux témoignage de ses observations sur le terrain, ainsi que de l'influence exercée par des récits de voyages antérieurs. En effet, la relation publiée, peu après son retour en France, présente un ensemble de connaissances d'ordre géographique et ethnographique résultant tant de ses observations des habitants de la région que de sa lecture des récits précédents. Je propose que les informations contenues dans ces dernières, c'est-à-dire dans les récits des voyages précédents, ont été utilisées par Froger et son éditeur pour présenter au lecteur français un discours savant, enrichi d'une cartographie pas forcément propre, qui... Oui, que je m'éloigne, d'accord. Et merci. Alors, mais vous m'entendez là? Ah d'accord, parce que moi Bon. Et alors, je propose que les informations contenues dans les récits de voyage précédents ont été utilisés par Froger et son éditeur pour présenter au lecteur français un discours savant, enrichi d'une cartographie pas forcément propre, qui, en complément avec l'expérience du voyageur sur le terrain, ont légitimé son autorité. En ce sens, la relation des Froger montre comment la production des connaissances sur des territoires lointains ont été le résultat des opérations concomitantes telles que la transposition d'une expérience sur le terrain,
l'appropriation et l'adaptation des savoirs précédents et leur utilisation en fonction des intérêts du voyageur, mais aussi de son éditeur ou des puissances maritimes qui ont autorisé la publication de ce récit, les décisions et les choix des éditeurs concernant les informations à publier et la façon de les faire, et finalement la participation d'autres acteurs, tels que Marie-Noëlle l'a mentionné ce matin, tels que graveurs, cartographes, dans la fabrication de l'objet livre. Dans les cas de ces observations sur la région de la Patagonie et les détroits des Magellan, la relation des projets met en évidence la multiplicité des représentations articulées autour d'un espace d'importance stratégique et commerciale pour les puissances maritimes à l'époque. Depuis les premiers voyages de circonnavigation anglais, traverser avec succès les détroits des Magellan augurait pour les puissances ennemies de l'Espagne les pillages des ports dans la côte occidentale américaine. Donc, cartographier la zone, marquer les principaux points de débarquement, indiquer les sources possibles de nourriture et identifier les coutumes et la nature de ses habitants sont devenus des nécessités de premier degré. Sur la base de ces données, je voudrais donc d'abord examiner les ressources narratives déployées par Froger pour produire un savoir ethnogéographique légitime et valider par conséquent sa condition de voyageur savant. Deuxièmement, je voudrais m'attarder sur les ressources visuelles, c'est-à-dire les cartes et gravures du détroit et des habitants du détroit, incluses par son éditeur, le géographe du Dauphin de France Nicolas Defferre, et gravées par le cartographe Charles Ancelin, qui avait déjà collaboré avec Defferre comme graveur et cartographe dans d'autres projets éditoriaux. Et enfin, je voudrais examiner la circulation et les usages ultérieurs des informations fournies par Froger dans son récit de voyage. La relation de voyage de François Froger a été publiée donc, par les soins et aux frais de Nicolas Defferre à Paris en 1698. Et dans ce récit, Froger raconte son expérience comme ingénieur volontaire de l'expédition organisée par Jean-Baptiste de Gênes sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest d'abord, et puis de l'Atlantique américaine dans le cadre de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Tel que l'explique Froger dans la seconde moitié du récit, l'objectif était d'affaiblir la présence anglaise outre-mer, mais aussi de traverser les détroits des Magellan et attaquer les ports du Pacifique américain, et donc affaiblir aussi l'Espagne ou les colonies d'Espagne en Amérique. Cependant, en raison des difficultés subies au moment de traverser les détroits, la tentative échoue et l'expédition rentre en France par l'Atlantique. En 1698, le récit est publié avec 14 cartes et 15 gravures réalisées par Charles Ancelin à partir des illustrations faites par Froger, selon lui, sur les lieux. Si d'une part le parcours de Degènes a été analysé en relation avec la guerre et les activités de pillage menées sur le territoire espagnol en Amérique, d'une autre part, la relation de Froger a été étudiée comme l'expression des mutations éprouvées par les genres, par la littérature viatique, c'est-à-dire entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Et Frédéric Wolzettel, déjà évoqué ce matin, par exemple, il considère l'expression du voyage complet dans la mesure où les connaissances spécialisées se trouvent subordonnées à un idéal d'érudition plus vaste et portant sur toutes sortes de matières. Et vraiment, Froger décrit toutes sortes de matières. Mais dans le cadre de ces colloques, je voudrais m'attarder plutôt sur les stratégies discursives et éditoriales déployées dans les récits de voyage dans sa condition d'objet livre, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire dans les dispositifs utilisés par Froger pour construire un discours légitime et se présenter par conséquent comme une figure d'autorité ou voyageur savant. Quant aux ressources narratives utilisées, il faut noter en premier lieu que les références au sujet classique de récits de voyage en Amérique, c'est-à-dire les références
et au franchissement de la ligne équinoxiale, la description de l'ananas, telle qu'on a vu dans la présentation de José, ça fait quelques minutes, ou la participation au débat sur l'existence ou pas des géants patagons, obéissent, dans les cas des Froger, à la nécessité d'insérer son récit dans un corpus et des discussions déjà existants. Bien qu'il ne mentionne pas ses sources, dans la préface, Froger se présente comme un lecteur assidu des récits de voyage qui, encouragé par ses proches à étudier les dessins, les mathématiques, et lu des récits de voyage, lui dit, aidé du conseil de mes amis, je m'exerçais au dessin, j'étudiais les mathématiques, et enfin, par la lecture des relations, je me rendis familière l'histoire des différentes nations de la Terre. Si, tel que l'a souligné Anthony Pagden, au début du XVIe siècle, le problème était de créer un texte là où il n'en existait pas auparavant, à la fin du XVIIe siècle, il existait déjà une série de topoi incontournables sur l'Amérique que tout voyageur devait prendre en compte. Ainsi, je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'on l'a vu, mais au-delà du fait que les jeunes Froger a pu voir des ananas ou non lors de son séjour au Brésil ou des Patagons dans les environs du détroit de Magellan, à la fin du XVIIe siècle, ces sujets étaient obligatoires, pour le dire d'une certaine façon, pour tous ceux qui se vantaient d'avoir navigué le long des côtes de l'Amérique du Sud. Semblablement, la participation au débat sur l'habitabilité de la zone torride ou sur l'existence des géants patagons ne pouvait pas être négligée non plus par les voyageurs français. En effet, face au topos des géants patagons, Froger accuse certains auteurs d'avoir exagéré par rapport à leur taille, en disant « ce sont ces patagons que quelques auteurs nous disent avoir 8 ou 10 pieds de haut et dont ils font tant d'exagérations jusqu'à leur faire avaler des seaux de vin. Ils nous parurent fort sobres et les plus hauts d'entre eux n'avaient pas 6 pieds. » Il ajoute après des descriptions sur... il dit ils sont d'une couleur olivâtre, ils sont robustes, mais d'une taille peu avantageuse. Il décrit les cheveux, les coutumes, et c'est intéressant ça parce qu'il dit, quel qu'il soit qu'ils fassent, ils sont toujours nus, à l'exception des épaules qu'ils couvrent de peau des chiens, et ils vivent sans religion et sans aucun souci. Dans la même section du récit, Froger décrit les coutumes et l'environnement des habitants. Je veux dire qu'ils ont essayé plusieurs fois de traverser les détroits et cela lui l'a permis de connaître un peu plus ou d'être en contact avec les habitants de la région du détroit. Et alors, il décrit les coutumes et l'environnement des habitants en faisant particulière attention à leur manière de s'habiller et de vivre. Et il continue par dire que et il construit de petits canaux d'écorce qu'ils n'abandonnent pas, et qu'ils ont des frondes, des flèches, qu'ils se servent des chiens pour la chasse. Enfin, il continue avec cette description des coutumes et de la relation que les habitants de la région du détroit de Magellan ont avec leur environnement. En s'appuyant de sa propre expérience, Froger non seulement s'éloigne du mythe des géants inauguré par Antonio Pigafetta en 1526, mais propose également une vision alternative d'un paysage que les Espagnols, les Anglais et les Hollandais avaient déjà décrit dans leur propre parcours. Il convient de noter cependant que les contributions de Froger sont maigres par rapport aux informations sur les habitants de la Terre du Feu qui avait été fourni par John Narborough après son voyage en Amérique méridionale fait quelques années avant. Par rapport au débat sur la taille des géants, contrairement à ce que propose Sureka Davis dans Renaissance Ethnographies and the Invention of the Human, pour qui les Patagons, dans leurs conditions d'habitants des bornes du monde connu, étaient conçus comme un peuple monstrueux, je suggère que la réfutation ou l'affirmation de l'existence des géants aux alentours du détroit de Magellan a répondu à des intérêts géopolitiques spécifiques
lié à l'importance que la possibilité de gagner les soutiens des habitants de la région représentait pour les puissances maritimes ennemies de l'Espagne. Quant aux ressources visuelles qui accompagnent la description du détroit de Magellan et de ses habitants, si l'on compare les gravures des habitants de la région à votre droite, fait ou publiées dans les récits des Froger avec celles réalisées antérieurement, comme par exemple les images produites à partir du voyage d'Olivier van Noort au début du XVIIe siècle, de William Schouten ou de Joris van Spielbergen en 1621, qui, à leur tour, ont été reprises par la famille de Brie dans leur America ou transposées dans la cartographie hollandaise du XVIIe siècle, la différence entre l'iconographie précédente et l'image proposée dans les récits des Froger est en principe perceptible. En regardant cette gravure, je vais parler spécifiquement de la gravure faite par Ancelin ou insérée dans le récit des voyages des Froger, une première question à se poser est de savoir s'il s'agit d'une image dessinée sur le lieu par Froger lui-même, tel qu'il l'indique dans le titre de l'ouvrage, et puis gravé par Ancelin, ou si, en revanche, il s'agit d'un dessin fait par Ancelin d'après sa lecture du récit. Moi, je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, parce que dans les récits, Froger indique que les habitations des populations du détroit consistent, lui il dit, seulement en un demi-cercle de branchages qu'il plante et entrelace pour se mettre à l'abri du vent, mais il ne précise pas que sa forme était voûtée, comme l'on sait qu'était le logis des Jamanas de Tierra del Fuego. La façon dont sont dessinées les cabanes des sauvages, que c'est la façon dans laquelle il décrit les habitations, met en évidence que, fort probablement, il s'est agi d'un acte de transposition du texte à l'image réalisé soit par Ancelin, soit par quelqu'un qui n'avait pas voyagé, parce que, bon, au lieu d'être voûté, on voit que c'est un demi-cercle, mais vertical. Par rapport aux images cartographiques de la région insérées dans la relation, Froger, dans la préface, précise quelles étaient les images cartographiques incluses dans le récit des voyages, quelles étaient les cartes que lui, il avait réalisées pendant les voyages et, dans certains cas, qu'il avait réformé des cartes précédentes. Et là, il dit « Je me suis surtout appliqué à faire des cartes particulières de l'entrée des ports et des rivières, soit par moi-même, lorsque le temps l'a permis, comme à Gambie, et c'est la carte de la rivière de Gambie qui est à l'affiche du programme de ce colloque. Alors, apparemment, celui qui l'a fait, parce que le temps l'a permis. Et à Rio de Janeiro aussi, et à l'abbaye de tous les saints aussi, au Brésil, où il dit, soit par des cartes ou des mémoires que j'ai réformées, comme au détroit des Magellan, au débouquement des îles Antilles, et au gouvernement des Cayennes. Je passe donc aux images cartographiques sur les détroits. Alors, quelle a été la carte du détroit des Magellan réformée par Froger pour être ensuite gravée par Ancelin? C'est une question que je vais essayer de répondre. Un examen attentif des cartes du détroit produites à l'époque révèle que la carte incluse dans les récits des Froger est fort probablement une réédition de la carte réalisée par John Narborough lors de son voyage aux contrées de l'Amérique méridionale entre 1669 et 1671. En effet, dans l'hiver de 1670, dans son objectif de piller les ports espagnols du Pacifique, ce n'étaient pas les Français qui avaient ces buts, Narborough avait navigué dans les eaux du détroit et enregistré ses observations de la côte pour ainsi cartographier la région. Étant donné leur précision et les informations qu'elles contenaient, les différentes versions des cartes produites par Narborough
sont devenues des références incontournables pour les futurs voyageurs. Il est fort probable que Froger, Deffer ou Ancelin aient réalisé leur propre carte du détroit à partir d'une des dernières versions imprimées de la carte de Narborough, intitulée Carte du détroit des Magellans dessinée par Narborough et dédiée à Samuel Pepys par ses éditeurs Smith et Walford. Cette carte dépliable a été publiée à Londres en 1694 pour accompagner le journal de voyage de Narborough dans la compilation in octavo intitulée An Account of Several Late Voyages and Discoveries to the South and North. En effet, la carte de Froger ressemble plus à cette carte qu'à cette autre carte produite à partir de l'expérience de Narborough dans les côtes du Détroit, qui est intitulée A New Map of Magellan Straits, découvert par John Narborough, qui avait été publié par John Thornton et John Seller vers 1673, ça veut dire avant la carte dépliable inclue dans l'Account of Several Late Voyages. Et lorsque l'on compare la carte insérée dans le récit de Froger avec la carte anglaise dédiée à Pepys, à l'exception de quelques noms de lieux tels que l'abbaye Françoise, c'est la découverte du voyage français des Gènes, aux environs du Cap Froward, on constate la traduction presque totale du texte et de la toponymie anglaise. L'appropriation d'un savoir cartographique tel que celui produit par Narborough et publié en 1794 et sa réutilisation dans le cadre de l'exploration française du détroit des Magellans est le résultat d'une opération cartographique dans laquelle, en plus de l'auteur du récit, ont également participé son éditeur, le géographe Nicolas Deffer, et son collaborateur, le cartographe et graveur Charles Ancelin. En effet, la collaboration d'Ancelin dans les projets éditoriaux de Deffer remonte à la fin des années de 1690. En 1697, un an avant la publication du récit de Froger, Ancelin grave la plupart des cartes du petit et nouveau atlas que Deffer va rééditer en 1705 et 1723. Et un an après, en 1700, Ancelin collabore à nouveau avec Deffer à la préparation de l'Atlas curieux où les monts représentés dans les cartes générales et particulières du ciel et de la terre. Et c'est dans cet ouvrage, dans l'Atlas curieux, que Deffer a inclus une carte du détroit des Magellans, également gravée par Ancelin à partir de la carte de Narborough. Vous voyez là, qui l'accompagne, je sais, et d'une description de la carte, dont Deffer s'attribue la paternité. Il s'attribue la paternité de la carte et de la description. Et il reprend, à vrai dire, textuellement des phrases du récit de Froger. Lus ensemble, la carte, et on les voit ensemble là, la carte intitulée « Le détroit des Magellans » et la description du détroit des Magellans, que c'est attribuée par Deffer à lui-même, synthétise un savoir ethnogéographique dont ses origines étaient à la fois les observations de Froger et ses interprétations de récits antérieurs et, avec de légères adaptations, la carte issue de l'expérience anglaise sur le territoire. Pour conclure, l'objectif de cette présentation a été d'examiner les ressources cartographiques, visuelles et narratives déployées par le jeune ingénieur François Froger pour produire un savoir ethnogéographique légitime à partir de ses observations sur le terrain et s'est validé ainsi comme figure d'autorité. L'analyse de l'œuvre a révélé, cependant, comment la construction d'un savoir qui, à première vue, légitime l'autorité du voyageur témoin, dans la mesure où il revendique comme propre
et ce qui était vraiment le résultat d'une série d'opérations complexes dans lesquelles étaient impliqués d'autres acteurs et d'autres intérêts. En effet, on a vu comment les informations ethnogéographiques sur la Patagonie et ses habitants, telles qu'elles ont été présentées dans le récit de voyage et aussi dans l'Atlas curieux de 1700, sont issues d'un processus complexe de relecture, d'appropriation, de redéfinition et de circulation des savoirs produits par d'autres agents dans d'autres contextes. De leur part, les ressources déployées par Froger et son éditeur pour transposer en discours une expérience inédite et par conséquent, légitimer sa condition de voyageur savante, ont contribué à produire et à mettre à disposition du public une image pas nécessairement fiable, mais durable des habitants de la région. Merci. Merci beaucoup, Carolina, pour cet exercice là aussi extrêmement riche, qui permet de mobiliser toute une série de sources, de ressources et de régimes de récits à travers ce que tu essaies par ailleurs de rechercher, à savoir qui fait quoi, quand et où, pour quel résultat et dans quel contexte. Voilà. La journée est longue, mais nous avons encore quelques minutes pour pouvoir échanger avec Carolina. Donc, si vous aviez des questions, des remarques, des suggestions. Alors, Madame Géraud-Gomez. Merci. Merci d'abord pour votre présentation. J'ai trouvé bien passionnante. Moi, je voudrais revenir sur un détail. C'est la gravure de Froger. Je trouve que j'ai lu le texte la semaine dernière en prévision de votre travail. Et alors, je me pose une question. Enfin, je ne me pose pas une question. Je vous rencontrerai sur l'idée qu'il s'agit d'une reconstruction postérieure par le dessinateur. Et cela pour une raison que vous n'avez pas tout... Merci beaucoup. Que vous n'avez pas tout à fait évoquée. C'est la théâtralisation de la sensation de froid. En fait, ils vivent nus, ils vivent au froid. Et là, on nous dit, ils ont froid. Le regard est bien un regard complètement occidental. Et de la même manière, la cape de chien. Alors, j'ai un peu de mal à voir s'il s'agit de la... Ça me semble pas être le contour d'une peau de bête naturelle, mais plutôt d'une peau de bête déchirée. Et je crois qu'il y a là une surreprésentation de la misère de ces habitants, qui me fait penser un peu, quand même, je dirais, à la non-élection de ces peuples. Alors, lui, il n'en dit rien du tout. Il n'en dit rien du tout. Mais bon, comme c'est Zémi, je surinterprète peut-être un peu. Puis bravo pour votre remarque sur la hutte derrière, parce qu'effectivement, ça ne ressemble pas. Et alors, j'aurais une question relative encore à cela, mais ça, c'est à cause de ma mémoire. J'ai le souvenir de photographies, alors fin 19e siècle, des tribus Yamana. Et alors, justement, je reviens au frangé là, de la cape. Il me semble qu'au contraire, ce sont des capes très, très bien coupées. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez forcément à quoi je fais allusion. Donc voilà, merci d'avance de cet échange. D'accord. Et par rapport à cette gravure, à mon avis, il y a un contraste assez grand entre les descriptions données par Froger, où il ne fait pas vraiment des commentaires négatifs des habitants, si on les compare avec, par exemple, les descriptions de Narborough, qui sont vraiment... Lui, il attendait quelque chose et par rapport au commerce qu'il pouvait faire avec les habitants, etc. Et vraiment, l'impossibilité d'établir des échanges fort probablement l'amène à faire une description vraiment négative des habitants de la région. Et par contre, Froger... il dit ils vivent sans religion, sans souci, mais il dit qu'ils n'ont pas d'effroi, qu'ils s'habillent avec des peaux des loups marins, etc. Mais il ne fait jamais une allusion par rapport à
soit les conditions extrêmes dans lesquelles les habitants de Détroit habitent. Et c'est contrastant par rapport à l'image. Pas seulement par cette idée de cabanes des sauvages qui ne sont pas voûtées et qui sont mis comme en demi-cercle, mais aussi par rapport à... Bon, évidemment, là, on a l'impression qu'ils ont froid. Et alors, fort probablement, on pourrait penser que c'est une autre indice que l'image n'a pas été fait par Froger ou qu'il y a quelque chose à travailler ou à voir. Malheureusement, il n'y a pas des informations par rapport à comment défaire, si c'est Ancelin, si c'est Froger, qu'est-ce qui s'est passé dans cette transposition, une transposition qui est toujours non linéaire, d'un texte ou d'une image textuelle à une image visuelle, non, à une gravure. Et alors, ça reste à explorer. Et c'est cette comparaison que je mentionne, les Jamanas, non, et une population déjà dans le 19e siècle, ils sont, à cause de la colonisation, etc. Et on n'a que des photos. Et là, on voit comme ce ne sont pas des cabanes vraiment, mais ce sont des habitations voûtées, faites avec des branches, qui étaient facilement montables, démontables, qui étaient en accord avec les conditions et l'écosystème et que Froger décrit, mais avec pas toutes les informations. Et alors, l'image et les produits ou les résultats d'une description partielle de ce qu'il a vu, si il l'a vu, non? Parce que c'est ça. Merci beaucoup. Une question du Grand Nord au Grand Sud. Et c'est exactement ça. Par rapport donc, au sud de la Patagonie, et ça rejoint un peu la question précédente, mais peut-être au-delà de la question du climat. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a des jeux de réemploi, je ne sais pas, de la geste arctique du XVIe siècle, peut-être aussi via le reste, les travaux sur Thulé. Est-ce que c'est quelque chose qui a été regardé? Merci. Et dans les cas du récit de Froger, je ne vois pas des indices ou des traces d'une réflexion par rapport à une comparaison ou de l'évidence de la lecture, des possibles lectures de Froger et son interprétation dans les contrées sud, non? Mais vraiment, lui, il dit jamais ce qu'il a lu. Il dit qu'il a lu, mais il dit pas vraiment. Il proportionne pas des noms, ce qui lui permet de faire ce type de pas de manipulation, mais d'appropriation et de transformation des informations précédentes. Mais je dirais qu'il n'y a pas dans le récit, il n'y a pas des indices d'une comparaison ou d'une influence de voyage au nord. Si, dans deux autres cas, mais c'est plutôt dans le 18e, dans des voyageurs du 18e. Mais dans les cas des Froger, je dirais non. Pour rebondir sur ce que Marie-Christine disait dans le commentaire de l'image, je ne sais pas, c'est une question, est-ce qu'ils ne sont pas aussi malheureux parce qu'ils vivent dans le péché? Et Froger ne dit rien sur ça. Il dit qu'il vit sans religion et sans aucun souci. Je ne sais pas si ça c'est bon ou non, mais... Voilà, mais vous suggérez que justement, il y a des acteurs divers, et donc le dessinateur peut faire des choses qui sont indépendantes de l'auteur, parfois ne sont pas une illustration, parfois même l'inverse, peut-être. Voilà. Donc, voilà, moi je lis ça, mais je ne sais pas, je ne suis pas 16e ou 17e, mais... Pour moi, il y a un couple. D'ailleurs, avec les autres gravures, là, on voit bien. Oui. Les hommes en 4, on en a 2. C'est pas du tout la même posture, et c'est pas du tout, pardonnez-moi, la même frange, le même type de frangé. Là, regardez,
Letter, en haut à gauche, vous voyez là une cape admirablement manufacturée. C'est vraiment un artefact qui célèbre la technologie autochtone. On voit même les coutures. Oui. Je suis désolée, il va falloir qu'on interrompe cette passionnante discussion sur les capes. Il y a une dernière question. Et le temps passant, je voudrais qu'on s'arrête vraiment à 17h30. Je vous propose de poursuivre la discussion autour de cette passionnante image. Donc je vais assumer une remarque totalement stupide de 19e pour continuer, mais je pense qu'on y répondra. Allons-y, on y répondra peut-être encore demain. En fait, je me demandais si, disons, l'infidélité relative de l'image et de ce que le voyageur pouvait avoir vu était véritablement la marque, ou pouvait être un indice sur l'identité du dessinateur. Alors, pour le dire plus simplement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que même étant sur place, le dessin ne soit pas exact parce que correspondent à des schémas culturels, des stéréotypes. Et effectivement, Sarga, je ne sais pas si c'est un truc de 19e, mais moi je crois quand même un peu à Adam et Ève quand même. Je suis assez du paradis. Mais... Oui, mais il faut ajouter que les images du 16e, les images hollandaises, elles ne se correspondent pas non plus. C'est pas qu'il y a une vraie image et après une distorsion de l'image. Et voilà pourquoi mon intérêt était vraiment de travailler sur l'idée de livre-objet, parce que c'est une composition vraiment collective où il y a des tensions aussi, parce qu'il y a une tension entre le texte et l'image, il y a des adaptations, et vraiment cette image, celle du récit de Froger, elle rompt avec la continuité ou une possible généalogie d'images qu'on pouvait retracer par rapport aux Hollandais et à la cartographie hollandaise, surtout du XVIIe. Mais on peut continuer après la fin. Oui, je pense en effet que c'est une question tout à fait passionnante, d'autant qu'il faudrait qu'on regarde le pingouin, qui est extrêmement intéressant. Oui. Il n'a pas vu de pingouin. Et la personne qui a fait... C'était pas une bouteille, non ? C'est clairement un canard français. Oui, enfin, peut-être un peu laqué, en tout cas. Voilà. En tout cas, on voit bien comment... je pense qu'on est tous d'accord sur la complexité de l'analyse des images. Et peut-être que pour aujourd'hui, vu qu'il est 17h26, on pourrait s'en arrêter là. Je voudrais remercier vivement Simon pour son introduction. Je voudrais remercier tous nos participantes et participants, José Beltrán, qui nous manquera plus que jamais. Mais on espère bien vous revoir un jour, José.